Bonjour, on attaque notre cours sur le régime sinusoïdal. Donc, il faut savoir que la majeure partie de l'énergie électrique consommée ou produite dans le monde est sous la forme d'une tension sinusoïdale. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une grandeur électrique qui est facile à transporter, contrairement à une tension continue. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble un petit peu quelles sont les caractéristiques d'une grandeur sinusoïdale. Donc, on va voir ce que c'est une valeur efficace, une valeur maximale, la pulsation, la fréquence qui dépend de la pulsation, la période qui dépend de la fréquence, et la phase à l'origine. Et on va voir après le concept, comment on peut passer d'une écriture temporelle, c'est-à-dire de la forme de sinus oméga t plus phi, etc., à une écriture complexe, qui est très utilisée pour faire des calculs sur les circuits électriques, tout ce qui concerne les impédances. Voilà. Donc, globalement, une tension sinusoïdale peut s'écrire sous la forme mathématique, valeur efficace, racine de 2, cosinus oméga t plus phi. Ou bien on peut l'écrire en fonction d'un sinus aussi. Donc, valeur efficace racine de 2, sinus oméga t plus phi. Donc, S, bon, par rapport à ce qui est indiqué sur le texte, S de T. S de T, ça peut être une tension ou un courant, peu importe. S, c'est la valeur efficace. C'est toujours fois racine de 2. On verra ça vaut quoi. S racine de 2, c'est tout simplement la valeur max. Voilà. Fois cosinus, là, on a choisi de prendre une fonction cosinus. On aurait pu prendre une fonction sinus. Oméga, c'est la pulsation qui dépend de la fréquence. Donc, oméga T, T, c'est la variable. Plus phi, c'est la phase à l'origine. Voilà. Donc, on a des formules très, très importantes. C'est oméga égale 2πf. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Voilà. Donc, on va voir maintenant comment passer de l'écriture temporelle, S de t égale S racine de 2 cosinus oméga t plus phi, à l'écriture complexe, qui est très, très importante dans les calculs. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on prend? Il y a deux informations, il y a bien deux caractéristiques très importantes. La première des choses, c'est la valeur efficace, qui sera le module de notre nombre complexe, et la phase à l'origine, ça sera l'argument de notre nombre complexe. Voilà. Vous avez aussi la forme de la représentation de Fresnel. Donc c'est une méthode qui permet de faire de résoudre un petit peu les problèmes de l'électricité à partir d'une construction graphique. Voilà. Donc on verra comment on va exploiter l'écriture complexe, parce que nous, on va travailler directement avec la représentation complexe. Voilà. Donc, globalement, une représentation complexe, ça permet d'avoir des raccourcis pour on doit intégrer un signal ou bien dériver un signal. Exemple, dériver un signal, cela revient à multiplier ce signal par j oméga. Voilà, tout simplement. Donc cela revient à multiplier la pulsation, de multiplier son module par oméga et rajouter pi sur 2 à la phase du signal de départ. Mais intégrer un signal, cela revient à diviser le signal par j oméga. J, c'est le module complexe, c'est l'opérateur complexe, dont l'argument est égal pi sur 2 et le module égal à 1. Donc, intégrer un signal, comme je l'ai dit, donc cela revient à diviser le signal complexe, l'écriture complexe, par j oméga. Et point de vue représentation algébrique, c'est ce qu'on a entre... le module sera divisé par oméga et la phase, il faut retrancher à la phase pi sur 2. Voilà. Maintenant, on va voir la notion d'impédance. Vous devez savoir que tout circuit électrique présente une impédance en régime sinusoïdal. En continu, c'est pas l'impédance, il va présenter une résistance, c'est-à-dire il va avoir une valeur d'une résistance qui va s'opposer
au courant électrique. Plus la résistance est élevée, plus le courant diminue, qui parcourt cette résistance. Mais en régime sinusoïdal, on va parler de la notion d'impédance. Et l'impédance, c'est quoi? C'est le rapport de la tension efficace appliquée au dipôle dont l'impédance est Z, que divise le courant efficace qui parcourt ce dipôle-là. Donc, tout circuit présente une impédance en régime sinusoïdal. Donc, il suffit de faire le rapport V sur I. Donc, après l'impédance, on peut l'écrire sous la forme exponentielle. C'est comme ici, ou bien sous la forme algébrique. Donc, sous la forme algébrique, c'est R plus GX, sachant que X, ça peut être positif ou négatif. Et bien sûr, la forme exponentielle, c'est Z exponentielle J phi. Voilà. Donc, quand vous devez calculer l'impédance, il vaut mieux utiliser la forme polaire des nombres de U et de la tension et du courant. Donc, R et X sont les éléments d'une impédance. R, c'est la partie réelle et X, c'est la partie imaginaire. Sachant qu'on peut avoir l'une des deux, R ou X, égale à 0. Donc, R, c'est toujours positif. C'est rare qu'on travaille dans le cas où la résistance est négative. Ça peut arriver, mais c'est très rare. X, par contre, ça peut être positif, ça peut être négatif. La partie, ce qu'on appelle la réactance. La réactance est positive si votre dipôle présente, c'est-à-dire se comporte un petit peu comme une inductance. Et X est négatif, lorsque le circuit, le dipôle, a un comportement qui est assez proche de celui d'un condensateur. Voilà. Donc, comment on peut déduire si le circuit est inductif ou capacitif? Tout simplement, lorsque phi, le déphasage introduit par votre impédance est positif, c'est-à-dire la tension est en avance sur le courant, et lorsque le déphasage est négatif, ça veut dire la tension est en retard sur le courant. Dans ce cas-là, le circuit est capacitif. Comment calcule-t-on la partie réelle? Si je connais Z, le module, je multiplie par que si. Phi, c'est le déphasage introduit par l'impédance entre U et I. Et comment je calcule la partie imaginaire? C'est X, c'est Z sinus phi, tout simplement. Voilà. Donc, il faut faire attention. Phi positif, circuit inductif, c'est-à-dire la tension est en avance sur le courant I. Phi négatif, le dipôle est capacitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tension est en retard sur le courant I. Une façon de retenir un petit peu le signe de phi, pour dire quand est-ce que la tension est en avance sur le courant, ou bien inversement. Regardez, il faut utiliser le mot civil. Regardez, civil, ça vous fait penser à quoi? Au condensateur. Pour le condensateur, le I est en avance sur la tension. Donc I, il y a la lettre I après la lettre V. Vous voyez bien? Prenez juste les 3 premières lettres. Maintenant, si je prends les 3 dernières lettres, pour un circuit inductif, regardez, il y a la lettre L. Pour les 3 dernières lettres, c'est la tension est en avance sur le courant. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir le comportement des 3 éléments élémentaires, c'est-à-dire les dipôles élémentaires, résistance, inductance, condensateur. Donc, pour la résistance, la loi d'Ohm en régime variable, en régime CL, c'est VR égale R fois I de T, tout simplement. La représentation complexe, c'est Z égale R. Ça, c'est la forme algébrique. Et R.0, c'est la représentation complexe. Bon, voilà. C'est la forme polaire. Donc, module, c'est R et la phase 0. Pourquoi? Parce qu'une résistance n'introduit pas un déphasage. Une tension, une inductance, pardon. VL, c'est LDI sur DT, tout simplement. Ça, il faut le savoir, sachant que I est variable. Si I n'est pas variable, ça vaut 0. C'est pour ça, en courant continu, VL, ça vaut 0. Parce que la dérivée du courant est nulle. Courant constant. Et en complexe, on écrit ça VL égale JL oméga I, c'est-à-dire ZL, l'impédance, c'est L fois oméga, ZL, c'est L fois oméga, fois I. L'écriture complexe, Z égale JL oméga,
Et ça, c'est une écriture algébrique. La partie réelle est nulle. Et l'écriture polaire, c'est L oméga, point virgule, pi sur 2, module L oméga, argument plus pi sur 2. Pourquoi? Parce que la tension est en avance sur le courant. Maintenant, pour un condensateur, on peut donc VC, c'est 1 sur C l'intégrale de I dt. Ou bien on peut écrire I de t égale à C d de VC sur dt. Une autre façon d'écrire la loi d'Ohm. Pour l'écriture en régime sinusoïdal, donc ça sera I sur JC oméga. Ça, c'est la tension. L'impédance propre, c'est 1 sur JC oméga, bien moins J sur C oméga, en multipliant par J numérateur au dénominateur, donc le J carré, ça donne moins 1. Ou bien la forme polaire, c'est 1 sur C oméga pour le module et moins pi sur 2 pour l'argument. Donc voilà comment on a la représentation de Fresnel VR, c'est RI, le module de la tension, c'est RI. Argument 0, donc c'est une droite horizontale qui est collinéaire à I, dans le sens de I, même sens, même direction. VL, c'est L oméga I, pi sur 2, donc ça monte vers le haut, perpendiculaire avec un angle de pi sur 2, et VC, c'est vers le bas parce que l'argument, c'est moins pi sur 2. Donc ça, pour les trois modules, il faut connaître les trois modèles, on va dire VR, VL et VC. Voilà. Mais on utilise, on va dire rarement bien l'écriture de la représentation de Fresnel. On travaille plus avec les noms complexes. Bon, maintenant, on va voir comment faire la représentation d'un circuit RL. Il faut savoir que les impédances en série s'ajoutent. En parallèle, c'est les admittances qui s'ajoutent, c'est pas les impédances. L'admittance, c'est quoi? C'est l'inverse d'une impédance. Donc, c'est un nombre complexe qui est égal à 1 sur Z. Voilà. Donc, pour un circuit série, on prend la référence, le courant I. Pour un circuit parallèle, on prend la référence, la tension V. Parce que pour un circuit parallèle, la grandeur commune, c'est la tension, c'est V. Alors que pour un circuit série, la grandeur commune, pour les deux dipôles R et L, et l'inductance, c'est I. Donc, vous voyez bien que RI est sur la même direction que I, c'est-à-dire il y a un angle de phi égal à 0. Alors que pour VL, elle est perpendiculaire à I. Le vecteur VL est perpendiculaire à I. Donc, il suffit de faire ça graphiquement, VR plus VI à l'échelle. Et on mesure le vecteur V, une addition de deux vecteurs, tout simplement. Et pour un circuit parallèle, eh bien, comme je vous l'ai dit, on place les courants. On cherche le courant I total, tout simplement. Donc, IR est confondu avec V, c'est-à-dire sur la même direction, mais pas le même module. IC il est perpendiculaire à V. On additionne les deux vecteurs, IR plus IC, graphiquement, et on obtient le courant total I. Voilà. Donc, phi, c'est tangente moins 1 de VL sur VR. Donc, tout ça, c'est de la géométrie. Je vous laisse découvrir ça. Donc, vous avez ici les équivalences d'un circuit RL. On peut trouver l'équivalence, son équivalent parallèle, tout simplement. Hein, si vous avez un circuit RL, on peut trouver un circuit parallèle équivalent. Idem pour un circuit RC, on peut trouver son équivalent en circuit parallèle. Voilà, RC, tout simplement. Il suffit juste d'identifier les parties réelles et les parties imaginaires, parce qu'à l'arrivée, les impédances sont identiques, que ce soit circuit, série ou parallèle. Donc ça, c'est un travail mathématique à faire. Peut-être on fera un exercice plus tard pour trouver l'équivalent d'un circuit RL en parallèle et inversement, et aussi d'un circuit RC. Donc la loi d'Ohm, elle s'écrit V égale Z fois I. Pour les impédances, ben si je remplace Z par 1 sur Y, je fais le produit en croix, je peux écrire aussi I égale Y fois V. Et Y, c'est l'impédance, c'est l'admittance, pardon, c'est l'inverse de l'impédance. Pour un dipôle actif, ben on tient compte de la force électromotrice, tout simplement. Sinon, la loi de Kirchhoff et la loi des mailles, hein, elles restent toujours valables. Hein, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Elle est valable en complexe ou bien en domaine temporel. La même chose pour la loi des mailles. Ce que je viens de parler de la loi des nœuds. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants.
Elle est valable en complexe, dans le domaine complexe et dans le domaine temporel, aussi dans le domaine de Fresnel, avec les vecteurs, en utilisant que les vecteurs. La loi des mailles aussi, elle est valable. Hein. La somme algébrique des tensions le long d'une maille est égale à 0. Donc on peut utiliser les nombres complexes ou bien les tensions temporelles, on retrouve toujours 0. Voilà, le long d'une maille, c'est-à-dire vous partez d'un point A et vous revenez à l'arrivée au point A, au même point A. On attaque maintenant la notion de puissance, la puissance active. Il faut savoir qu'en régime sinusoïdal, il y a 3 types de puissance: active, réactive et apparente. La puissance active, c'est ce que le consommateur paye. C'est la puissance que vous payez à votre fournisseur d'énergie. Voilà, tout simplement. Comment on la calcule? On la calcule sur une période. Donc, il suffit de faire un travail mathématique. Hein. P de t, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t. P moyen, pardon, est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de P de t dt. Donc, il suffit de multiplier V de t par I de t, et on voit que tout ce qui est sinusoïdal, la valeur moyenne, ça vaut 0. Hein? Tout ce qui dépend de t. Lorsqu'on fait le produit de cosinus. Voilà. Il va rester quoi? Il va rester cosinus phi dans l'intégrale. C'est celui-là qui va contribuer, tout simplement. Donc, tout calcul fait, on trouve que la puissance active est égale à VI cos phi, tout simplement. Et le facteur de puissance est égal au cos phi. La deuxième puissance, c'est la puissance réactive. Tout simplement, c'est une puissance qui est due à la présence des condensateurs et des inducteurs dans les circuits, dans les moteurs, etc. C'est une puissance qui sert à magnétiser un petit peu les circuits électriques. Voilà. Donc, les opérateurs n'aiment pas, lorsqu'elle est très importante, ils peuvent vous la facturer, tout simplement, parce que c'est synonyme de perte en ligne. Donc, comment on l'estime? Ben, tout simplement, tout calcul fait, c'est VI sinus phi, tout simplement. Ben, on peut retrouver aussi la formule. Donc, on la désigne par la lettre Q. Son unité, c'est des var, volt, ampère réactif. Elle peut être positive, elle peut être négative. L'avantage, c'est qu'on peut avoir une puissance réactive négative avec des condensateurs. Donc, dans une installation, donc lorsqu'on rajoute une puissance réactive négative à une installation dont la puissance réactive est positive, eh ben on peut compenser. La somme, on peut avoir 0. Voilà, on verra ça. Donc, voilà un petit résumé pour le calcul des 3 puissances. Les 2 puissances, bon. Q égale la puissance réactive, on peut la calculer de 2 manières. C'est Q égale VI sinus phi et Q égale P tangente phi. Et la puissance apparente, on a un triangle rectangle, SPQ, S carré égale racine de P carré plus Q carré, ou bien S égale racine de P carré plus Q carré. La puissance apparente est donnée en volt-ampère. Et ben c'est une puissance qui sert à dimensionner l'installation d'un circuit ou bien d'un dispositif électrique. Et ben chez vous, la plupart, vous payez une puissance apparente de 6 kVA, c'est-à-dire au mieux vous utilisez 6000 watts. Voilà, si vous avez un bon facteur de puissance lorsqu'il est égal à 1. Donc voilà. Donc la puissance apparente, elle est en VA, volt-ampère. Bon, maintenant on attaque, on va voir un petit résumé. Puissance apparente, active, réactive des 3 dipôles élémentaires. Et tout se joue en fonction du déphasage introduit par le dipôle élémentaire. Une résistance phi égale 0, donc il n'y a pas de puissance réactive. C'est ça ce qui est bien. Une résistance ne consomme jamais de puissance réactive. Et sa puissance apparente est égale à la puissance active. Voilà, vous avez les 2 formules. On peut aussi utiliser V fois I pour la puissance active, pardon. Pour la puissance apparente, c'est les mêmes formules. On peut aussi retrouver la puissance apparente avec V fois I. Pour une inductance, phi égale pi sur 2, donc ce qui fait que le cosinus pi sur 2 égale 0, donc une inductance ne consomme jamais de puissance active. C'est-à-dire si vous rajoutez en parallèle avec votre installation une inductance pure, hein, eh ben vous payez rien. Voilà, tout simplement.
Donc, et dernier cas, condensateur, le déphasage introduit, c'est moins pi sur 2. Ben, la même chose, cosinus moins pi sur 2, parce que la puissance active, c'est VI cosinus phi. Phi égale moins pi sur 2, donc ça fait 0. Donc, un condensateur, que vous le rajoutez, vous le mettez en dérivation avec une installation, et ben, le compteur, qui compte la puissance active, tournera toujours à la même vitesse. Maintenant, pour la puissance active, on peut la calculer de deux façons. La meilleure des façons, c'est moins V carré C oméga. Voilà. Tout simplement. Donc, on va voir maintenant un théorème très très important, c'est la conservation des puissances actives et réactives. Donc, quand vous avez plusieurs récepteurs dans une installation, eh bien, la puissance active totale, c'est la somme des puissances de la puissance active consommée par chaque récepteur. La même chose pour la puissance réactive. Quand vous avez plusieurs récepteurs, il suffit d'additionner toutes les puissances réactives de chaque récepteur pour trouver la puissance réactive totale. Sachant qu'une puissance réactive, elle peut être négative. Donc on parle de somme algébrique des puissances actives réactives. Voilà, consommées par chaque dipôle. Mais, la puissance apparente ne se conserve pas. On ne peut pas dire que S égale S1 plus S2 plus S3. On peut faire ça dans le domaine complexe. Ah, là je suis d'accord. La puissance apparente se conserve. Mais lorsqu'on utilise l'écriture complexe, parce qu'on peut avoir la puissance complexe, S est égale P plus JQ. Voilà. Donc Bouchereau, ça facilite la tâche pour faire un bilan des puissances dans une installation. Donc on va passer aux exercices. On va voir comment calculer l'impédance ZC d'un condensateur, juste le module, l'impédance complexe, la tension complexe, comment on peut l'extraire à partir d'une équation horaire, U de T, comment calculer la valeur efficace, le courant complexe et comment retrouver le courant I de T. Voilà. Donc on attaque le calcul de l'impédance du condensateur, 1 sur C oméga. Donc pour la fréquence on a une fréquence de 100 Hz. Donc oméga c'est égal 2πf, ça fait 628 radians par seconde. Tout calcul fait, on trouve 40 ohms. Donc ZC, il faut connaître son cours. ZC complexe, ça sera le module, point de virgule, moins pi sur 2. Parce qu'un condensateur seul introduit toujours un déphasage égal à moins pi sur 2. Donc ça sera moins 40J. Si j'applique la formule module 40 cosinus phi plus J module sinus phi, ben cosinus phi ça vaut 0 et sinus phi ça vaut moins 1. L'écriture complexe de U de T de la tension, ben il faut extraire, faut prendre deux informations utiles. La valeur efficace 120 volts, ben ça sera notre module. Et l'argument, c'est la phase à l'origine, moins pi sur 6. Après, j'applique le rapport U sur Z, ZC, pour trouver, complexe bien sûr, pour trouver le courant complexe. Donc, je vais écrire ça sous la forme polaire, les deux formes polaires de U et de ZC. Donc, le rapport de deux nombres complexes, le résultat, ça sera un nombre complexe. Dans le module, c'est le rapport des modules, 120 sur 40, et l'argument, c'est la différence des arguments. Ça sera moins pi sur 6, moins pi sur 2. Donc ça donne un argument de pi sur 3. Donc la valeur efficace, ça vaut 3 ampères. Finalement, je peux écrire l'équation horaire I de T égale 3 racine de 2, si oméga sera toujours le même, 628T, plus pi sur 3. Voilà. On continue avec un deuxième exercice. Ben, ça sera une inductance tout simplement à la place d'un condensateur et on pose à peu près les mêmes questions. Voilà. Donc on demande de calculer l'impédance ZL, le module, l'impédance ZL complexe, d'extraire la tension U complexe à partir de U de T, calculer la valeur efficace du courant, I, qui circule dans le circuit, le courant complexe, l'équation horaire et la puissance active réactive. On commence à résoudre l'exercice. L'impédance l'impédance, juste le module, ZL égale L fois oméga. Donc ça fait 239 millihenry, donc distance moins 3 fois 314, ça fait 75 ohms. L'impédance complexe, ben c'est très simple, c'est L oméga
point virgule pi sur 2, et l'oméga c'est 75, et l'argument c'est pi sur 2. Tout calcul fait, c'est pas peine de faire module cosinus phi plus j module sinus phi. Hein. C'est j fois 75, parce que c'est une impédance d'une inductance, et elle est positive. Oui, c'est pas moins j 75, c'est plus j 75, parce que c'est une inductance. Maintenant, comment extraire la tension U complexe à partir de l'équation horaire de U de t? Tout simplement, il faut prendre la valeur efficace pour le module, donc c'est 150 volts, point virgule, l'argument c'est pi sur 3, c'est la phase à l'origine. Maintenant, comment calculer le courant qui traverse le condensateur? La loi d'Ohm, U sur ZL, donc on trouve 2 ampères. Après, comment trouver le courant complexe I à la question E? Donc c'est U sur Z, c'est pour ça on a préparé à la question C l'écriture complexe de U de T. Donc, je fais le rapport U complexe sur Z complexe, et bien le rapport de deux nombres complexes avec l'écriture polaire, le résultat ça sera un nombre complexe dont le module sera le rapport des modules, donc ça sera 150 sur 75, ça fait 2 ampères, et l'argument c'est la différence des arguments numérateurs, l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, donc ça fait pi sur 3 moins pi sur 2, donc ça sera moins pi sur 6. Et bien l'équation horaire, ben tout simplement je prends la valeur efficace, racine de 2, donc voilà, sinus, la pulsation sera la même, oméga t, et bien moins phi que j'ai trouvé, la phase de I de t. J'ai trouvé moins pi sur 6, ça sera moins pi sur 6. Ben, pour la puissance, ben, donc c'est quoi? C'est une inductance. Hein. Donc phi égale pi sur 2, donc cosinus pi sur 2 égale 0, donc une puissance, donc une inductance ne consomme pas de puissance active. Pour la puissance réactive, ben, tout simplement, j'applique la formule UI sinus phi, donc ça sera 120 fois 2 fois sinus pi sur 3, sinus pi sur... non, phi, oui, pi sur 2, qu'est-ce que je raconte? Voilà, sinus pi sur 2, donc ça fait 300 var.